Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, après une précédente annulation du processus relatif à la concertation nationale la semaine dernière, la junte militaire au pouvoir vient de confirmer sa tenue ce week-end, mettant ainsi un terme aux rumeurs qui circulaient depuis mercredi soir, entretenues par des responsables politiques maliens sur une nouvelle annulation. À en croire le colonel Ismaël Ouangé, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, les concertations nationales débuteront ce samedi 5 septembre, non seulement à Bamako, mais également dans les capitales régionales du pays. Les gouverneurs auront la charge de diriger les travaux qui ne dureront qu'une journée et auront pour objectif, selon les mots du colonel Ouangé, de valider les termes de référence de ces concertations. À noter que la concertation nationale se poursuivra du 10 au 12 septembre 2020 avec la participation des délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora. Dans le fond, tous les groupes convoqués, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, groupes armés signataires de l'accord de paix devront valider les objectifs des discussions à venir, notamment en ce qui concerne la longueur de la période de transition, le caractère civil ou militaire des dirigeants. En Guinée, le président sortant Alpha Condé a déposé son dossier de candidature jeudi à la Cour constitutionnelle pour le scrutin présidentiel du 18 octobre prochain. Sous fortes escortes sécuritaires et accompagné par plusieurs membres de son gouvernement ainsi que des députés de la mouvance présidentielle, le chef de l'État au pouvoir depuis 2010 va tenter de briguer un troisième mandat, cette fois de 6 ans contre 5 ans avant le référendum constitutionnel de 2020. Âgé de 82 ans, il est le 4e candidat à avoir déposé officiellement son dossier après ceux des anciens ministres Ousmane Kaba du Parti des démocrates pour l'espoir, Abdoulaye Kabele Kamara du Parti guinéen pour le développement et Ousmane Doré du Mouvement national pour le développement. Pour les poids lourds de l'opposition, Cellou Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté n'ont toutefois pas encore indiqué s'ils comptaient affronter Alpha Condé dans les urnes ou boycotter le scrutin. Et puis, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a annoncé l'organisation de nouvelles élections des commissions électorales locales le 15 septembre prochain. La composition des commissions de l'organe en charge des élections constitue l'un des points d'achoppement entre pouvoir et opposition. Cette dernière estimait que 98% des 558 commissions électorales locales sont présidées par un membre du parti présidentiel. À la mi-juillet, un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonnait à l'État de Côte d'Ivoire de reformer l'organisation de la commission électorale indépendante et tout particulièrement de ces 558 commissions électorales locales réparties sur tout le territoire et chargées de faire remonter à l'organe central les résultats du scrutin du 31 octobre 2020. Direction Tanzanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 octobre gagne en intensité. Le principal parti d'opposition, le Chadema, qui a décidé de faire tomber le président sortant John Magufuli, multiplie les actions de séduction pour toucher le cœur des électeurs et ratisser l'âge. Lindou Lissou, 52 ans, le candidat du parti, qui avait échappé à une tentative de meurtre en 2017, devant ses partisans a reproché au président Magufuli de tout faire pour réduire l'opposition au silence et s'assurer par avance sa réélection, ainsi que celle des candidats de son parti, le Chamacha Mabindoussi, pour les élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour. Pour cette élection, 14 candidats d'opposition sont en face du chef de l'État qui doit lancer sa campagne ce samedi 5 septembre avec un meeting prévu à Dodoma, la capitale administrative. Au Rwanda, les autorités passent à la vitesse supérieure pour freiner la propagation du coronavirus. Désormais, toute personne qui ne respectera pas le port du masque facial en public ou qui ne le portera pas correctement sera sanctionnée d'une amende de $10. La même amende sera également infligée pour avoir enfreint la règle de la distanciation sociale de 2 mètres ou pour avoir ignoré le couvre-feu nocturne. Les organisateurs de fêtes et autres rassemblements illégaux pourraient être condamnés à une amende de $200 et ceux qui assistent à $25.
Ces dernières mesures ont suscité de nombreuses réactions dans le pays. Certains estiment que les lots de sanctions n'effraieront pas le virus, mais contribueront à ruiner financièrement les gens déjà accablés par les affres de la maladie. Premier pays d'Afrique subsaharienne à imposer une fermeture totale de ses frontières après avoir confirmé ses premiers cas, le Rwanda affiche un cumul de 4200 infections au Covid-19 et 17 décès. Le pays de Paul Kagame a été salué pour son efficacité dans la lutte contre la maladie et est le seul pays d'Afrique subsaharienne dont les résidents sont autorisés à entrer dans la zone Schengen. En Afrique du Sud, à l'appel du principal syndicat du secteur public, le personnel soignant a protesté jeudi dans les rues de Pretoria contre les bas salaires et le manque de protection sociale. Dans leur cri de colère, ils ont regretté que le gouvernement ne prête pas davantage attention à leurs demandes alors qu'ils sont en première ligne de la lutte contre l'épidémie. Pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 sur le continent et 5e au niveau mondial, le personnel de santé sud-africain paie un lourd tribut face à cette maladie qui a contaminé 27 000 de leurs membres avec à la clé 240 morts dans leur rang. Cette sortie des travailleurs de la santé intervient au moment où le pays a été éclaboussé par plusieurs scandales visant les hauts fonctionnaires accusés du détournement de plusieurs milliards de dollars destinés à aider les plus pauvres et à soutenir l'économie malmenée par la Covid-19. Pendant ce temps, au Maroc, les villes de Rabat et Casablanca s'apprêtent à abriter les premiers essais cliniques du vaccin développé par les laboratoires chinois Sinopharm. Des dizaines de volontaires ont été choisis pour cette première expérience. Il s'agira de procéder à des essais cliniques avec la participation des centres hospitaliers universitaires de Rabat et Casablanca, puis l'hôpital militaire de Rabat. De sous ces dignes de foi, l'avantage pour le Maroc de participer à ces essais cliniques, c'est qu'ils garantissent au royaume la priorité sur l'acquisition du vaccin. À en croire les mêmes sources, le président chinois a assuré qu'une fois que le vaccin sera développé et utilisé en Chine, il deviendra un bien public mondial avec une priorité sur l'Afrique. C'était l'essentiel de l'actualité développée dans cette session d'information. À très bientôt.